Ça y Bien sûr. est, on est passé en direct. Bonjour à toutes et à tous. Enchanté de vous avoir pour ce premier webinaire sous l'égide de Philippe Joubert, là, qui nous a permis de tous nous retrouver là avec les meilleurs, on va dire, hein, les meilleurs experts euh, sur le sujet. Alors, il s'agit des honoraires, mais un petit peu aussi de notre métier. On ne va pas être que mercantile. On sait que c'est un métier de cœur et de passion. Donc voilà, mais on avait voulu le prendre par le prisme des ONO pour que vous puissiez, un peu avoir plus de facilité dans votre pratique professionnelle avec tout ce qu'on peut vous apporter en termes d'expérience, en termes de tips, de bonnes pratiques. Et on va partager tout. Je vais te paraphraser, Henri, je vais te dire, on va dire la vérité. Voilà. Alors, on va commencer cette revue par le forfait de base. Et pour t'avoir eu en ligne il y a quelques jours, Henri, je sais que c'est un sujet qui te tenait vraiment à cœur. On commence effectivement par parler des honoraires de syndic et du forfait de base des montants du forfait de base. Comment est-ce qu'on le détermine qu'est-ce que tu as à nous dire sur le sujet et on rebondira un petit peu avec Gilles, avec Guillaume et avec Philippe aussi sur ce que vous pourrez nous dire là-dessus. Alors, je te laisse la parole, mon cher Henri. Bon, je salue les millions d'internautes qui sont là. Non, mais je ne sais pas combien, mais je pense que le sujet que vous avez choisi, j'en remercie Philippe, il est cardinal, il est vital. Et je reprendrai ce que tu disais, c'est un métier de cœur, on va parler de métier, de savoir-faire, et il y a autour de la table ronde virtuelle, et je les salue, puisque je viens d'arriver, des personnalités du secteur qui sont attachées d'abord au métier, à bien faire le métier, à le promouvoir. Je pense à Gilles, qui le fait auprès des jeunes dans les écoles, je l'en remercie. Et puis à la question de l'argent, sauf qu'elles sont reliées. Alors c'est une banalité que je rappelle, mais je vais repartir de là quand même après. Si un métier n'a pas la profitabilité nécessaire, si les entreprises n'ont pas la profitabilité nécessaire, eh bien, le métier est menacé. Alors, il est menacé à l'extrême, on pourrait dire il va disparaître. Les entreprises vont disparaître. C'est pas ce qui se passe, alors que cette menace, elle est déjà là. Donc, l'autre conséquence, elle est plus sournoise. C'est qu'on ne va pas avoir suffisamment de moyens dans une entreprise pour bien faire le métier. Et donc, on va le faire à minima. Ce que les clients attendent, c'est-à-dire peut-être plus de présence dans tous les métiers, hein, mais dans ce métier de service notamment. La compétence avec des personnes qui soient correctement rémunérées, qui soient bien formées. Ça a un coût, la formation. Il faut bien faire vivre les écoles, hein, on est d'accord. Tout ça, ça peut être compromis par une profitabilité insuffisante. La profitabilité du métier syndic aujourd'hui, et donc de l'essentiel des entreprises qui font ce métier-là, on a des propos médians ici, hein, mais on pourra parler aussi de quelques très bons élèves. Mais enfin, en moyenne, cette profitabilité, elle est insuffisante. Quand on fait une analyse, je peux vous parler comme ancien administrateur d'une caisse de garantie, hein, eh bien, on voit bien que cette réalité est malheureusement attestée. Elle l'est globalement d'ailleurs, quelle que soit la taille des entreprises. On a un propos là qui concerne aussi bien on va dire les petits syndics indépendants, entreprises familiales, que des groupes régionaux, nationaux. C'est une préoccupation. Alors, c'est historique. Et très clairement, je veux dire des choses qu'on ne dit plus aujourd'hui parce que c'est inaudible. Vous savez qu'il y a eu des affaires de syndics par le passé. Mais ces affaires de syndics, on a beaucoup condamné les syndics. Parce que c'est pas bien, par exemple, de prendre des marges arrière, des marges latérales, à l'insu des clients. C'est ça, en gros, hein, qui a valu des condamnations. Mais le fond des choses, l'analyse économique, c'est que des entreprises, lorsque elles devaient gagner leur vie, ne faisaient sûrement pas ce qu'il fallait, c'est-à-dire n'allaient pas chercher auprès du client les honoraires. C'est ça qui est sain dans une entreprise. Mais tomber dans la facilité d'aller en chercher ailleurs. Mais parce qu'il fallait que la profitabilité de l'entreprise fût là.
voilà, je suis pas en train de donner l'absolution à ceux qui ont pu être condamnés ou condamnables. Mais le système, c'était ça. Et en fait, quand les honoraires de syndic ont été libéralisés, on est en 86. Avant ça, il faut savoir qu'ils étaient négociés dans chaque département avec le préfet chaque année. Ce n'est pas des propos de vieux cons, hein, c'est une vraie analyse économique. Curieusement, on n'a pas beaucoup vu les honoraires augmenter. Et le mal, on peut le dater de cette période-là. Et depuis 86, voilà, des années 90, est-ce que l'opération vérité sur les honoraires a eu lieu? La réponse est non. Pourtant, la profession, elle sait faire. Quand il y a eu le nouveau contrat de syndic avec une suppression, on va dire pour simplifier, des honoraires complémentaires, parce que le législateur disait, bon, tout ça, c'est pas correct, c'est pas lisible, et moi, je lui donne pas tort. Il a quand même fallu, c'était l'enjeu, que les syndics expliquent qu'en tout cas, l'honoraire de base devrait être réévalué en prenant en compte ce qui auparavant étaient des options, mais qui étaient des options obligatoires. Bon. Et les syndics ont fait ce job. Aujourd'hui, quel est l'enjeu? Moi, j'estime, je vais vous donner, c'est à la louche, hein, mais il y a eu des études même de l'ARC sur le sujet dans les 20 dernières années. J'estime que, il faut regarder ville par ville, etc., mon propos il est macroéconomique, que les honoraires aujourd'hui pratiqués, pour que les entreprises y veuillent bien et apportent bien le service, et ça rejoint des notions de combien de lots par gestionnaire, etc., il faut aborder sans aucun doute, et les visites physiques de l'immeuble et compagnie, je pense qu'on n'est pas loin d'un besoin de doublement des honoraires de base. Voilà. Alors, pourquoi ça ne se fait pas? Parce que c'est ça la question. Une fois que j'ai dit ça, je tenais à le dire, et de manière assez brutale, hein, assez rustique. Après, il faut analyser les raisons de ce mal. Eh bien, parce que, encore une fois, il y a une certaine facilité, et que les syndics, c'est-à-dire les patrons, les gestionnaires, sont davantage des faiseux, ce qui est à leur honneur, hein. Les Bretons disent ça, hein. Vous travaillez avec Pierre Méhaignerie, distinguer les faiseux et les diseux. Ils préféraient les faiseux, moi aussi. Mais après, il va falloir ajouter, il faut la démontrer, la monétiser. La monétiser, c'est pas être dans la communication, c'est plus que ça, c'est la monétiser. Je fais ça, qu'est-ce que ça vaut? Et la profession a une énorme faiblesse là-dessus. Il y a beaucoup plus de juristes que de commerciaux, et pour moi, un juriste, il doit aussi être commercial. Un avocat qui serait le meilleur juriste du monde, mais qui ne défendrait pas ses honoraires, ben, il ne resterait pas très longtemps sur la place. C'est exactement ce sujet-là. Donc la compétence commerciale, elle fait défaut. Et on n'a pas su. Et on préfère aller, le gagne petit, je le dis comme ça, et donc on va se battre pour augmenter de quelques points, etc. On ne sait pas dire, attendez, c'est pas ça le sujet, c'est 2 fois plus. Bon. Et puis le problème, c'est le marché après, parce que dans toutes les villes, on vous dira, mais tu sais, moi je voudrais bien, hein, j'ai essayé, mais j'ai 3 confrères, 4 confrères, parfois un seul, qui fait du dumping, c'est-à-dire qui n'est pas sur cette logique, qui est sur la logique de facilité, l'élasticité prix de la demande, je baisse le prix et donc je prends des copros, et qui réussit, parce que le client, il faut l'éduquer, et qu'on a tous ce réflexe de trouver que le moins de 10 ans, il est génial. Même les collectivités locales, avec les entreprises du BTP. Et il y a des ponts fissurés parce qu'ils ont mal fait. On a préféré le moins de 10 ans. Donc, ce n'est pas aux copropriétaires qu'on va reprocher ça. Nous devons les éduquer. Le syndic doit faire ça. Et alors, le problème, c'est qu'il ne peut pas le faire seul. Aucun dans ce pays, aucun syndic n'a ce qu'on appelle le pricing power en économie. C'est-à-dire n'est suffisamment gros dans chaque ville, hein, notamment, pour dire, bah, écoutez, l'honoraire moyen, moi je vous dis qu'il est à tel niveau. Je veux dire n'importe quoi, il est à 250 €. Voilà. Et ça, c'est le pricing power. Il y a des industries, il y a des services dans lesquels il y a des acteurs tellement gros qu'ils montrent l'exemple, ils fixent le prix. Et puis on se met dans la mouvance. Et ils rendent des services d'ailleurs, hein, lorsqu'ils mettent le prix à un bon niveau. Personne ne peut le faire. Même, vous prenez les 3 leaders en France, Foncia, Evoriel et puis Citia. Je ne sais pas si c'est dans l'ordre, hein, je le dis tout de suite pour ne pas avoir de reproches. En tout cas, ce sont 3 mastodontes, ce sont 3 enseignes très importantes. Aucune ne peut fixer le prix. Elle n'est pas assez grosse. Bon. Tant mieux, en un sens. Hein. Les autorités de la concurrence veillent à ce qu'il n'y ait pas de position dominante.
Mais le résultat, c'est celui-là. Alors, comment on peut faire? Il y a deux voies, il n'y a pas trois. Il y a la réglementation. On pourrait dire, et il y a des syndics qui vous le disent, qui disent, bon, tu sais quoi, hein, c'est tellement compliqué, on ne va pas s'emmerder avec ça. Le mieux, c'est que les pouvoirs publics nous mettent une toise en prenant en compte ce qui est bien pour nous. Et donc, le client dira, monsieur, il y a un arrêté, il y a un décret, donc c'est comme ça. Moi, je ne suis pas fan de ça, pas parce que je suis un libéral, mais parce que je pense qu'on ne peut pas tout le temps aller chercher, se déclarer imbécile, hein, au sens étymologique, c'est-à-dire avoir besoin de béquilles, et aller tirer la manche du législateur. Bon, on le fait pour obliger à la formation, ce n'est pas glorieux. On le fait parce que les honoraires, on aurait besoin. Non, moi, je ne suis pas partant. Et alors sur la formation, d'ailleurs, Henri, sur la formation, je pense que Gilles interviendra aussi, parce qu'on attend depuis quelques années un décret sur le niveau de qualification des collaborateurs. Ça, on verra ça avec Gilles après. Bien sûr, il en parlera sur ses convictions en la matière, mais je connais aussi ses convictions de professionnels. Il y a des choses, si on les faisait naturellement dans la communauté professionnelle, on n'aurait pas besoin des pouvoirs publics. Bon, quand on est allé les chercher, on les critique beaucoup. Moi, je les défends. Et souvent, on va les solliciter en leur disant, s'il vous plaît, on n'y arrive pas. C'est comme ça qu'on est allé chercher Cécile Duflot en 2014, parce que la formation continue, on avait du mal à la faire. Et pareil pour le décret dont parlera Gilles tout à l'heure. Pour les prix, moi, je n'ai pas du tout envie de témoigner que la profession est incapable de s'organiser, de faire vivre les entreprises et d'aller tirer la main. Je n'ai pas envie. Bon, je trouve que ce n'est pas glorieux. Mais alors, il n'y a que deux voies, là encore. Dans la deuxième voie, il y a deux sous-voies. Il y a la voie interdite, les ententes illicites. Je ne vais pas aujourd'hui défendre les ententes illicites. Et puis, il y a la conscience collective. Alors, on peut dire, mais ce gars-là, c'est un philosophe. D'abord, c'est vrai, je l'ai été. Et puis surtout, je crois dans la communauté professionnelle pour plein de choses. J'ai dirigé une grande organisation syndicale par 2 fois, j'étais administrateur de l'autre. Bon, je sais à quoi sert le rassemblement pour plein de choses. Voilà, aujourd'hui, pour se donner du courage, pour échanger les bonnes pratiques. Dans les bonnes pratiques, il y a aussi, est-ce que tu es là pour flinguer ta boîte? La réponse est non. Ce n'est pas les ententes, ça, c'est de la conscience collective. On voit qu'elle fait défaut, cette conscience collective. Et quand j'entends « Ah, mais les honoraires sont réglementés, puis le client ne veut pas payer, et tout », non mais, attendez, ils ne sont pas réglementés. Ce n'est pas vrai, ils ne le sont pas. Certains le voudraient, ils ne le sont pas. Le cadre de facturation est réglementé. Ça n'a rien à voir. Et deuxièmement, quand on dit « le client ne veut pas payer », mais ça, c'est faux aussi. Et je terminerai comme ça. Il y a des syndics, il y a des gestionnaires. Moi, j'ai eu des collaborateurs, des collaboratrices, que d'ailleurs j'ai pris pour prof à l'école maintenant, parce que je trouve que, voilà, il y en a autour de la table, je pense que Gilles, il est de ceux-là, qui peuvent dire à des clients, je fais le job, si je ne le fais pas, c'est un autre sujet, parce que le problème, là, il est plus posé dans les mêmes termes. Et tu as raison, on parle de savoir-faire. Je fais le job, est-ce que vous pouvez me reprocher quelque chose? Bon, et en tout cas, je vous démontre, si c'est ma première candidature, que mes clients, ils sont là depuis longtemps, ils sont contents, prenez des renseignements, vous verrez, il y a des avis clients, etc. aujourd'hui. Je vous demande tant. Alors, bien sûr que les clients, ils ne veulent pas, mais ils ne veulent pas s'ils savent qu'à côté, ils ont une réponse qu'ils estiment correcte pour la moitié. C'est certain. Mais si la conscience est collective, il va y avoir des petites différences de prix. C'est la liberté de la concurrence et du marché, mais elles ne pourront pas être fondamentales. Et là, le syndic, pour certains d'entre eux, ils savent faire ça. Moi, j'ai eu des collaborateurs qui, dans une même entreprise, qui savaient compter, où on regardait les différences de profitabilité selon les cabinets filiales. C'était Foncia, je peux la citer, hein. Bon, j'ai dirigé pendant 7 ans. Et bien, curieusement, il y avait des gestionnaires qui étaient les meilleurs, techniquement. Donc, c'était des bons juristes, c'était des bons techniciens, c'était des bons tout ce que vous voulez. Et puis, c'était des bons commerciaux. Et ils avaient des honoraires moyens, l'écart type entre les honoraires d'un même gestionnaire, d'une même entreprise, avec les mêmes outils, la même marque, on allait du simple au double, et avec des patrimoines comparables. Alors bien sûr, il y avait une gestionnaire, l'une de mes profs à l'IMSI, elle se reconnaîtra, qui gérait par exemple le patrimoine de la place Vendôme, qui était le patrimoine historique que gérait Lorenzetti à la création du groupe. Donc on lui faisait confiance, hein, c'était une bonne.
Alors, combien de fois j'ai entendu, ah, mais attends, mais Place Vendôme, c'est pas difficile hein, de prendre des honoraires très élevés. Ah si, c'est très difficile. Parce qu'on a affaire à des investisseurs, des grandes familles, des gens riches, qui sont autrement plus exigeants sur le rapport qualité-prix. Et puis la même personne, je l'ai vu s'occuper de patrimoine ordinaire, elle était aussi à 2 fois le prix. Donc, le cancer, il est là. Et tout ce qu'on va évoquer après, on pourra en parler bien sûr d'honoraires complémentaires. Je vous dirais que je pense qu'il manque une ligne, notamment pour la transition environnementale. Bon, bref, on pourra parler d'honoraires de contentieux. Mais on a commencé, Julien, tu connais ton sujet, on a commencé par l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'est-ce que je vaux sur le gros de ma prestation, de ce que j'apporte comme mandataire de la collectivité des copropriétaires. Et là, voilà, moi j'appelle un sursaut de conscience. J'ai même du mal à comprendre qu'il n'ait pas eu encore lieu. Alors, il y a un défaut, j'ajoute ce détail, hein, c'est que nos amis syndics, je l'ai été, je dis nos amis pas dérisoires, hein, ils ne savent pas compter, parce qu'ils sont trop dans le métier, ils ne calculent pas leurs points morts. Il faut qu'ils rencontrent des difficultés parfois, ou qu'ils aient un contrôle de caisse de garantie. Les caisses de garantie, elles ont une dimension conseil maintenant. Et qui leur dit, bah, écoutez, souvent, votre entreprise, elle est saine, mais est-ce que vous êtes sûr que chacun des métiers en analytique est profitable? Ah ben ça, j'en sais rien, mais l'entreprise, elle l'est. Heureusement pour vous, elle l'est. Est-ce que ce n'est pas la gestion locative qui porte votre profitabilité globale? Est-ce que ce n'est pas la transaction, quand elle marche, qui vous soutient? Oui, c'est possible, oui, mais au bout du compte, je m'en tire. Oui, mais c'est pas sain. Oui, mais c'est pas sain. Et quand j'entends aujourd'hui, j'entendais ça hier, ah ben on va pouvoir de nouveau avoir le placement des fonds. À ma connaissance, maintenant, c'est des comptes séparés, hein, parce que les taux d'intérêt ont monté. Mais ça non plus, c'était pas sain. Quand il n'y avait pas de comptes séparés et que c'était légal, on pouvait prendre. C'était pas sain parce que ce sont des béquilles et que une entreprise, un métier, de manière analytique, doivent être profitables. Et très clairement, les patrons, déjà, sont coupables de ne pas connaître leur point mort. Quand on le connaît, on se dit, oulala, il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas. Et on se sort davantage les tripes, je pense, face aux clients, en disant, attendez, moi, je voudrais bien vous faire 30 ou 50% de moins. En fait, je ne vais pas pouvoir. Mon entreprise ne va pas tenir le coup. Je ne vais pas recruter la bonne personne, je ne vais pas le payer le bon prix, je ne vais pas être là au rendez-vous quand vous aurez besoin de moi. Voilà. Voilà mon plaidoyer. Alors, je parle avec beaucoup d'enthousiasme. Je ne parle pas facile. Hein, et je pense que ce webinaire, vraiment, je vous en remercie parce qu'il faut sans doute des moments comme ça pour secouer la conscience collective. Voilà, je voudrais avoir servi un peu à ça en ce début de... On te remercie, Henri. On voit toute la passion qui t'anime là-dessus. Tu n'as rien perdu de ta verve. Moi, je te connais depuis plusieurs années. Et c'est toujours bien de voir des gens qui sont aussi passionnés par ce métier-là. Mais c'est vrai que la question, effectivement, du montant des honoraires, elle est liée indubitablement au service. Et on en discutait un petit peu avant de lancer la conversation. Et c'est Guillaume qui revenait un petit peu là-dessus en disant, on ne va pas parler que d'honoraires, on va peut-être parler un peu de nos services. Et c'est un petit peu ça, je pense, le nerf de la guerre. Je retiens, moi, 2 choses. Un, on peut augmenter les honoraires si on sait les vendre, si on sait dire ce qu'on fait. Oui. Et là, je voudrais entendre vraiment ceux qui ont les mains dans le cambouis là-dedans, qui sont plus dans l'opérationnel, c'est-à-dire Gilles et Guillaume, un peu sur ces sujets. Lequel de vous deux veut commencer un petit peu sur cette partie forfait de base, parc, rentabilité, qu'est-ce qu'on fait, etc. Gilles, tu veux commencer? Ouais. Allez. Bon, merci encore pour ce webinaire. Le sujet est évidemment capital. Les honoraires, c'est la clé de voûte, hein. C'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. Je voudrais commencer par citer un chiffre. Les enquêtes de la CLCV, donc la CLCV, c'est une association de consommateurs qui fait un baromètre de satisfaction auprès des copropriétaires tous les 4 ans et qui pose la question aux copropriétaires, qu'est-ce que vous attendez de votre syndic en premier lieu? Et tous les 4 ans, ce sont les mêmes attentes qui reviennent. En tête de classement, on a la disponibilité, la rigueur et la réactivité du syndic. Donc, c'est ce qui vient dans les attentes premières à hauteur de 25-35%, je ne sais plus exactement. Le prix, quant à lui, ne vient dans les attentes qu'à 6%. 6%.
Donc finalement, c'est pas un critère. C'est un critère, mais c'est pas le critère prépondérant, donc c'est pas ce qu'attendent en premier lieu les copropriétaires. Ils veulent d'abord un service, et ce service, c'est d'abord la disponibilité, la réactivité. Donc ça, c'est important de le rappeler. Ça veut dire que en assemblée générale, quand ils vous disent vous êtes cher, bon, finalement, c'est peut-être plus une voilà des fois pour jouer, on se demande, mais bon. Une invitation au débat, Voilà. c'est ça? Mais en tout cas, c'est important de rappeler ce chiffre. Donc 6%, c'est vraiment très très faible. Donc il faut pas avoir peur de son prix, il faut l'assumer et il faut surtout expliquer pourquoi. Effectivement, moi je rejoins Henri. Il faudrait quasiment doubler les honoraires dans certaines copropriétés. Dans certaines régions, il faudrait même carrément les tripler parce que quand je vois des prix dans certaines villes, dans certaines régions à 100 € du lot par an, moins de 100 € des fois, 150 €, enfin là, il faut carrément tripler. Bon, à Paris, on est plus sur du, en gros, 250 € du lot. Et voyez, moi-même, je parle au lot. C'est donc une façon de chiffrer qu'on a hérité du temps des barèmes préfectoraux dont parlait Henri. Et on continue de chiffrer au lot, un peu par facilité, un peu au doigt mouillé aussi, un peu par comparaison avec ce que font les autres sur le marché. Un peu aussi, si on a besoin de rentrer beaucoup d'immeubles ou si on est plutôt en train de freiner les rentrées d'immeubles. Voilà, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Le nombre, le nombre d'équipements collectifs, c'est important parce que plus vous avez des équipements collectifs, comme des ascenseurs, du chauffage, des compteurs divisionnaires, des digicodes, des interphones, des badges vigiques, Ça, c'est intéressant euh, ce que tu dis, Gilles. C'est plus vous qu'est-ce que avez tu prends en d'équipements. compte pour faire ton chiffrage, ouais. Ça, C'est c'est vrai bon. c'est vrai on part du nombre de lots, mais en vrai, alors c'est comme ça qu'on fait, mais après je vais dire comment il faudrait qu'on fasse plutôt. Donc le nombre de lots, ça sert de base, on va dire, l'éloignement géographique, et puis surtout, je vous dis le nombre d'équipements, parce que plus on a d'équipements, plus on a de sujets à panne, plus on a de panne, plus on a de sollicitations, plus on a de sollicitations, plus on a de travail, d'ordre de service à passer, de factures, d'entreprises à relancer, etc., etc. Savoir s'il y a des procédures en cours, mais bon, ça, on va pouvoir les facturer en supplément. Savoir si s'il y a des travaux importants, s'il y a la présence d'une gardienne ou pas, l'assemblée générale, si elle est en soirée ou en journée, c'est un nouveau critère puisque depuis le contrat type, l'assemblée générale annuelle doit être incluse dans le forfait, quelle que soit l'heure, donc il faut en tenir compte. Si c'est le soir, il faut en tenir compte dans son prix de base, parce qu'on va pas pouvoir la facturer. Donc ça, c'est des petites choses, mais fondamentalement, le prix au départ, il est fait en fonction du nombre de lots, puis après on ajuste. En vrai, on devrait facturer au temps passé. Mais comment savoir combien de temps on va passer sur un immeuble quand on ne le connaît pas encore? Alors, on peut deviner par comparaison avec d'autres immeubles par référence, mais au final, ce qui fait qu'on passe du temps sur un immeuble, c'est pas l'immeuble lui-même, ce sont les gens qui y habitent. Est-ce que je vais être très sollicité? Est-ce que je vais recevoir 100 mails par jour? Est-ce que le conseil syndical s'entend bien? Est-ce qu'il y a un président ou une présidente qui est efficace? Est-ce que, il y a des conflits? Est-ce qu'il y a des nuisances avec des boutiques ou un locataire qui créerait des nuisances et qui peuvent générer, des dizaines de mails, des procédures? Des gens qui vous appellent, des conflits entre les membres du conseil syndical, donc vous allez être pris à partie. Le moindre sujet dans ce genre de copropriété peut être, peut générer des heures de travail. Et ça, on ne peut pas le savoir au moment où on fait son prix. Alors, j'ai envie de vous dire, on peut le savoir au bout d'un an. Si on a un contrat d'un an, passé la première année, on peut faire une nouvelle proposition. Moi, ça m'est Et arrivé c'est une très fois, juste. Ouais, c'est très mais juste ce que une tu seule dis. fois. On avait souvent, moi j'étais en responsabilité aussi il y a quelques temps, donc c'est assez frais encore, et j'avais observé que les clients qui criaient le plus fort étaient ceux effectivement qui payaient le moins cher. Donc les gestionnaires avaient tendance, si tu veux, à être prudents sur
sur la tarification, à y aller mollo parce que ils avaient en face d'eux une opposition importante tout le temps, pas énormément justifiée, mais ils avaient ça. Ils avaient du mal à pouvoir être à l'aise, à justifier, si tu veux, le travail accompli. Alors, je sais pas, Guillaume et Philippe, vous avez peut-être des choses à nous dire là pour comment ça se passe quand pratiquement vous êtes devant vos clients et que il faut quand même faire le compte rendu de l'année et puis présenter une augmentation des honoraires. À qui vous le faites? Qu'est-ce que vous utilisez pour le faire? Quels sont les moyens que vous utilisez? Alors, Gilles donne effectivement un peu des pistes sur le travail qui a été accompli, sur la technicité de l'immeuble, sur le fait qu'il a été chronophage ou pas, parce qu'on a eu des problèmes ou pas dans l'immeuble. Guillaume, vous, sur quoi vous basez pour justifier vos honoraires? Alors, comme vient de l'exprimer Gilles, à juste titre, c'est vrai que lorsqu'on fait une proposition de contrat, on ne connaît pas les clients et souvent les clients ne nous connaissent pas nécessairement directement. Et ensuite, il y a en cours de mandat où on peut se poser la question. Ce qu'il est important de souligner lorsqu'on est en ce qu'on appelle en conquête de nouveaux mandats où les clients viennent nous solliciter, souvent le juge de paix, c'est le prix. Mais justement, pour gommer cette problématique, il faut qu'on apprenne à faire notre job, à savoir les rencontrer, les recevoir, prendre le temps de visiter l'immeuble, prendre le temps de leur expliquer la manière dont on travaille, prendre le temps de leur montrer les outils avec lesquels on travaille. On y viendra tout à l'heure lorsqu'on est justement en cours de mandat avec Chouette CoPro, pour avoir une visibilité sur nos actions. Et c'est vrai que lorsqu'on leur permet de vraiment prendre en considération l'environnement dans lequel on travaille et ce qu'on leur propose, finalement, la tarification du lot ou du temps passé, parce que c'est vrai qu'on a aussi des outils qui nous permettent trop rarement de définir effectivement ce travail-là avec des tableaux. Ça permet de leur donner une visibilité et de prendre connaissance de la vraie valeur ajoutée que l'on peut leur apporter. Rapidement, un exemple qui date de la semaine dernière, un conseil syndical où il y a un syndicat en place avec deux autres propositions. Il s'avère que, alors je ne vais pas dire qu'on est les plus chers, on est le plus cher peut-être par rapport aux tarifs qui sont présentés, mais on a une valorisation qui est malheureusement pas celle de Paris, mais qui est celle de Toulouse, et qui par rapport au tarif moyen est plutôt valorisée. Finalement, après leur avoir présenté notre savoir-faire, nos outils et autres, on est sélectionné, et alors que finalement on a un tarif au-dessus des autres. Donc la question, et je suis parfaitement d'accord, du tarif à mon avis, est un faux problème, et on tombe souvent dans la facilité de dire l'autre est à 120, moi je vais me mettre à 110 parce que comme ça je suis sûr de rentrer la copro, et c'est une vision très court-termiste. Après, il y a l'autre aspect où effectivement, lorsqu'on est déjà syndic, il faut toujours apporter cette visibilité à nos clients, et cette visibilité au-delà de la présence, de la disponibilité, de la rigueur qu'on va leur apporter. Aujourd'hui, c'est plus suffisant, et cette rigueur-là et cette présence, il faut l'acter au quotidien. Et c'est vrai qu'à travers l'outil qu'on utilise, Chouette CoPro, on a cette possibilité d'établir un bilan qui est sur une période, l'exercice comptable habituellement, et ce qui nous permet vraiment d'orienter sur finalement tout ce qui a été fait, combien de sollicitations on a eu, combien d'ordres de service on a passé, de devis on a demandé, etc. Et surtout, quelles ont été les problématiques qui sont ressorties sur l'immeuble. Souvent, vous êtes trop cher, ou alors l'ascenseur est toujours en panne. En fait, il a été en panne 2 fois dans l'année. Est-ce qu'on peut considérer qu'il est toujours en panne ou pas? Par contre, s'il a été en panne 10 fois, ça va nous permettre aussi de réorienter nos actions et de proposer, d'être force de proposition à travers les assemblées générales. Et donc, ça nous donne un appui pour justifier des orientations qui sont prises.
pour ne pas l'oublier quand le fil conducteur des honoraires syndics, mais ça nous permet aussi de dire, voilà, on a sur votre copropriété cette année, on a fait 12 visites, on en avait prévu contractuellement 8, voilà pourquoi on en a fait 12, on a eu tel type de soucis et autres, et donc ça vraiment permet au syndic d'avoir cette visibilité dans les actions et de finalement assez facilement justifier d'une valorisation, je ne veux pas dire que d'une augmentation, mais d'une valorisation de notre honoraire, parce que la valorisation passe par la visibilité. Dire du jour au lendemain, j'augmente de 20%, pourquoi à l'inflation? Bon, c'est une réalité aussi malgré tout à notre niveau, comme pour tous, comme pour nos clients aussi, mais cette visibilité permet véritablement d'être un appui au quotidien et dans la valorisation du travail de nos gestionnaires. Ah, c'est très intéressant. Gilles, tu as quelque chose à dire? Toi, qu'est-ce que tu utilises pour prouver le travail fait? Parce que là, en fait, c'est ça, on ne demande pas de l'amour, on demande des preuves d'amour. Hein, si je résume, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que factuellement, on va pouvoir dire on va pouvoir mettre le nez dans la volumétrie. Tu le disais il y a quelque temps, parce que c'est un immeuble qui me fait 100 mails par jour ou pas. Là, typiquement, tu vas pouvoir toucher du doigt ces éléments-là. Qu'est-ce que tu utilises? Est-ce que tu as un moyen de faire des récaps là-dessus sur le temps passé, tout bonnement? Sur les mails, hein, Outlook, tu peux voir le nombre de mails sur l'année. Donc, en assemblée générale, je leur dis, regardez, je leur montre, hein, votre immeuble, cette année, c'était 1000 mails. Ah bon, quand même. Ah ouais, autant, on ne pensait pas. C'est un indicateur. C'est un indicateur. J'ajoute que il faut être très pédagogue. Il faut expliquer tout ce qu'on fait. Henri le disait, les syndics ne savent pas se vendre. Hein, historiquement, on est le notable, le mandataire. On n'ose pas même. On n'ose pas. Il faut savoir se vendre. Et savoir se vendre, c'est simple, c'est expliquer tout ce qu'on fait et qui travaille derrière. Ils se rendent pas compte, donc il faut leur expliquer qu'un immeuble, leur immeuble, il est géré par, on va dire, allez, 3 personnes. Hein, si on est sur le modèle trinôme classique, la majorité des cabinets fonctionnent encore en trinôme, c'est-à-dire un gestionnaire, un assistant, un comptable. Ça veut dire 3 personnes. 3 personnes, ils voient que le gestionnaire, mais des fois un peu l'assistante, ils ont affaire à eux, mais à elle, mais il faut qu'ils se rendent compte que derrière, il y a de la main-d'œuvre et il y a de l'humain. Déjà, ça leur parle un petit peu plus. Ils savent, certains, ce que coûte le travail et les charges associées. Donc, ils commencent déjà à réfléchir un petit peu. Dans les prestations de services, on va dire que les indicateurs, il faut faire à peu près 100 000 euros de chiffre d'affaires par personne, par tête. Donc, un trinôme qui va gérer un portefeuille, on va dire voilà, 300K, il faut que le portefeuille, ce portefeuille-là, rapporte 300 000 euros. Au minimum. On va pas, voilà, au minimum. Donc, on va pas jouer sur le nombre d'immeubles, hein, on va pas augmenter les immeubles, le nombre d'immeubles à gérer pour le trinôme, parce que ça, c'est pas faisable. On va pas non plus jouer sur la variable du salaire des collaborateurs, parce qu'il y a un marché qui est là, il faut recruter et payer. Les gestionnaires vont de bac+3 à bac+5, donc ça se rémunère. Et puis en plus, il y a un marché qui est un peu tendu, donc les salaires ont tendance à être, on va dire, revalorisés. Un gestionnaire à Paris qui démarre, un junior, il va être à 40K. Un gestionnaire confirmé, sur Paris, il va être à 55, 60. Un directeur copro, 65, 70K. Donc, il faut payer tout ça. Donc, vous n'allez pas le jouer sur son salaire. Donc, la troisième variable, c'est quoi dans l'équation? C'est le montant des honoraires. C'est le montant des honoraires. C'est le montant des honoraires. Donc, voilà, on donne des clés hein, pour ceux qui nous écoutent. Ça, c'est les honoraires de base. Il faut rappeler et insister que c'est là-dessus qu'il faut revaloriser et pas sur les honoraires particuliers qui sont pour moi
Un piège pour les syndics parce que non seulement certains syndics font des prix d'appel, c'est-à-dire que pour rentrer un immeuble, ils vont se mettre à 100 € du lot et puis ils vont se rattraper derrière sur les honoraires particuliers. Moi, je trouve ça dangereux et un peu indigne de la fonction un peu noble du syndic en tant que mandataire, qui n'est pas un prestataire, hein. Donc, on ne fait pas de la facturation, on n'a pas des tâches. Moi, je prends un immeuble, je le gère à l'année et puis après, il y a quelques honoraires particuliers, notamment pour les travaux. Et pour les études, on en reparlera tout à l'heure. On va en parler tout à l'heure. On a des questions des gens qui nous suivent là. Donc, j'ai une modération des questions là qui m'est donnée, mais j'en ai un paquet. Promis, on demandera à nos experts leur avis sur tout ça. Je termine sur les honoraires particuliers. Généralement, les honoraires particuliers vont représenter à peu près entre 15, 20, 25% du chiffre d'affaires total du syndic. Pour moi, il ne faudrait pas que ça dépasse les 20% maximum. Après, je trouve ça un peu gênant. Les copropriétaires, d'ailleurs, apprécient pas trop de voir des factures comme ça, même si c'est prévu au contrat, hein, mais c'est toujours un peu gênant. Donc, pour moi, il ne faudrait pas que ça dépasse 20%. Donc, il faut bétonner ces honoraires de base dès le départ, y compris quand on crée sa société, qu'on crée son cabinet, qu'on a tendance à casser les prix. Beaucoup ont regretté de ne pas être cher au début parce qu'après, on s'en sort plus. On a la réputation de quelqu'un pas cher. Et d'ailleurs, on attire les mauvais immeubles hein, quand on n'est pas cher. Et quand on n'est pas cher, on n'est pas respecté. Et puis, dernière chose, sur ces honoraires particuliers, on voit bien que les abus qu'on se prend dans la tronche, que ce soit par les associations de consommateurs, l'ARC pour ne pas la citer, et certains journalistes qui font des honoraires du syndic un marronnier, et à chaque fois qu'ils dénoncent les abus, c'est quoi? C'est des abus sur les honoraires particuliers, jamais sur les honoraires de base. Donc, il faut être intelligent sur ces honoraires particuliers, et si on doit donner des clés, des chiffres là, aux syndics qui nous écoutent, allez, pas dépasser 20% d'honoraires particuliers sur son chiffre d'affaires total. D'accord. Alors, je voulais entendre un peu Philippe sur ce que tu proposes, toi, dans ta solution pour permettre un peu d'aider les syndics, les gestionnaires, un petit peu dans cette détermination de la preuve, en fait, des actions qui ont été menées, de la transparence. Comment est-ce que tu vois les choses et quelles sont les remontées de tes clients, surtout sur l'utilisation et sur la justification des honoraires ou du travail accompli, parce que j'aime bien la phrase de Guillaume, finalement, c'est vrai que parler tout le temps d'argent, c'est bien, mais on va parler du travail, sur la justification du travail accompli. Est-ce que tu as des choses à nous dire là-dessus? Sur le point mort aussi d'un immeuble, est-ce que tu as des moyens de pouvoir, avec la data que tu gères, générer un petit peu de contenu intéressant pour une analyse fine? Alors oui, merci pour la question, Julien. Alors moi, je veux revenir un petit peu sur tout ce qui a été dit. Il y a beaucoup de choses intéressantes et je vous remercie tous. Peut-être d'abord, je voulais revenir sur le constat avec un ou deux chiffres. Henri l'a cité tout à l'heure, il y a eu une étude il y a quelques années qui a été menée par la Caisse de garantie CEGC auprès de 1000 syndics qui indiquaient un taux d'EBITDA, donc finalement un taux de rentabilité de 8% sur l'activité syndic, là où l'activité gestion locative était plutôt sur un taux de 16%. Donc ça montre qu'en effet, à travers cette étude, il y a un vrai sujet. Autre chiffre, donc j'appuie ce qui a été dit, c'est sur l'écart type du niveau d'honoraires qu'on observe un peu partout en France. On se rend compte qu'en fonction des régions, c'est extrêmement inégal. Moi, je me souviens avoir discuté il y a peut-être 1 ou 2 ans avec un cabinet du côté de Limoges où on était à 130 € du lot. Et on sait qu'en effet, donc je valide ce facteur 2 qui a été cité. Évidemment, à Paris, on n'est pas du tout sur ces enjeux-là. Alors après, je réveille un peu ma passée expérience de responsable marketing dans d'autres secteurs. Il y a 3 finalement façons de fixer un prix
et en l'occurrence là, les honoraires. Le premier, on l'a dit, c'est de se baser sur le temps passé, finalement, de mesurer le coût, passer sur un immeuble, et puis on ajoute une marge. Hein. Donc ça, c'est une première façon, et en effet, notre solution permet aussi des gains de productivité sur toute cette partie-là. La deuxième façon, c'est le comparable. Donc, regardez un peu le marché, les confrères autour de la zone, et finalement se situer par rapport aux confrères. Hein, et puis, la troisième façon, et c'est peut-être celle qu'on a tendance peut-être à négliger plus inconsciemment, j'ai envie de dire, c'est la perception de valeur. Parce que la vraie question, c'est qu'est-ce que pensent vos clients de votre service? Et ça, Gilles l'a un petit peu rappelé à travers les attentes dans l'enquête qu'il nous a rappelé. La vraie question, c'est qu'est-ce que pensent les copropriétaires de votre service? Quelle est la valeur perçue? La valeur que vous souhaitez vous véhiculer, vous la connaissez, vous connaissez l'énergie qui est mobilisée par les équipes, mais quelle est la perception de tout ça? Et c'est là où une plateforme comme la nôtre rentre en compte, parce que nous, notre métier, c'est finalement d'automatiser le faire savoir et maximiser la visibilité du syndic. Hein. Et derrière, Gilles a rappelé aussi des mots, à mon avis, qui sont importants. Le mot de confiance, le mot de savoir oser aussi défendre et valoriser ses honoraires, c'est d'abord un enjeu aussi RH, parce que le dirigeant de cabinet, il doit être en capacité d'insuffler, de transmettre cette confiance que les gestionnaires vont avoir en AG, ou avant en AG, en préparant l'AG avec le conseil syndical, à présenter le bon niveau d'honoraires. Et justement, tout cet enjeu, c'est encore une fois d'avoir le bon niveau de valeur perçue par les clients. Et derrière, en effet, et pour conclure sur la partie prestations particulières, nous, on observe aussi que nos clients, d'abord, dans un premier temps, ils ont plus confiance pour présenter le juste prix, et le juste prix de la valeur qu'ils génèrent aujourd'hui. Hein. Et puis derrière, nous, on a plusieurs clients, je pense en particulier à un gros cabinet belge qui est client, qui nous expliquait à travers un gestionnaire que concrètement, depuis qu'il a la plateforme et depuis que les gens voient ce qu'il fait, il a beaucoup moins de difficultés à présenter ses conditions particulières et de valoriser finalement des prestations qu'il n'avait pas l'occasion de valoriser avant. Donc, évidemment, ça agit directement sur la marge du cabinet. Hein, et ce genre de pratiques, je pense, sont importantes. On parle de l'email. L'email, moi, je suis désolé, c'est un outil qui date du siècle dernier. Hein. On sait bien que c'est l'outil principal des copropriétaires. Le sujet n'est pas de changer ça. C'est un état de fait. En revanche, le gestionnaire, je pense, doit se doter d'outils beaucoup plus modernes, adaptés à son métier aussi, hein, tels que les nôtres. On n'est pas les seuls, mais on est aussi sur le marché. Avec tout l'avènement de l'IA, évidemment, l'enjeu, c'est encore une fois d'être le plus visible auprès des clients et puis de générer de la confiance auprès des équipes. C'est vrai que les canaux mail, groupe WhatsApp, comment on fait pour gérer cette profusion de canaux différents? On voit que nos copropriétaires ont des besoins de communication et ils utilisent un petit peu les moyens modernes. Ils vont des fois un peu plus vite que nos organisations. Comment vous gérez cette problématique du multicanal, téléphone, mail, réseaux sociaux, WhatsApp? Comment tu réponds à ça, Gilles, toi? Alors, le mail, c'est un vrai fléau, et dans notre enquête à NGC, les gestionnaires ont répondu, et 1000 gestionnaires ont répondu que le flux permanent de mails et ces micro-agressivités, hein, parce que les mails, même si c'est pas une agressivité frontale, il y a toujours dans la formulation, dans le ton, et même la vague de mails en elle-même représente quelque chose d'un peu invasif et agressif. Donc les gestionnaires répondent que le flux de mail représente une charge mentale permanente. Ils sont 85%
à répondre oui, charge mentale permanente. Permanente, ça veut dire également le soir, le week-end, les vacances. Parce que même quand on n'est pas sur ses mails, on sait quand on va rouvrir sa boîte, on va se prendre une rafale. Donc, bon, il y a des outils technologiques. Bon, ça fait plusieurs années que c'est en développement, en test, ça marche plus ou moins. Il y a aussi des pratiques, tout simplement, des pratiques. Moi, pour réduire mon flux de mails, j'évite par exemple de mettre tout le conseil syndical en copie. J'ai un interlocuteur privilégié qui est le président, voilà, et puis lui après gère et anime son conseil syndical. Donc le fait d'avoir déjà qu'un seul interlocuteur, ça réduit quand même le flux de mails. Sur un certain nombre de demandes, c'est pareil. La formule magique, c'est quand vous avez un devis, au lieu de demander l'accord au conseil syndical qui vous répondra jamais ou alors qui vous répondra à côté, vous lui dites, sauf avis contraire de votre part, je signe le devis. C'est des petites choses. C'est des petites Il y a une choses. semaine là, oui. Ne pas répondre à des mails polémiques aussi, parce que on en a plein. Alors bon, c'est vrai qu'avant, quand les mails sont apparus en 2003, on traitait le mail un peu comme un courrier. C'était important de répondre. On voit bien que là, il y a des mails, c'est du chat. Des fois, c'est de la pure polémique, donc faut pas répondre parce qu'on s'épuise. Et puis surtout, bah, faut reprendre son téléphone, quoi. Moi, clairement, je prends mon téléphone pour discuter. On a des échanges beaucoup plus fluides, beaucoup plus chaleureux même, enfin humains. On se comprend mieux, on évite les quiproquos. Et puis en 5 minutes de coup de fil, vous pouvez avoir fait le tour. Et puis vous entretenez en même temps une relation client quand vous êtes au téléphone. Vous créez du lien avec le président du conseil syndical ou même avec un copropriétaire. Quand c'est vous qui les appelez, en plus, madame, j'ai reçu votre mail, j'ai pas très bien compris, je vous appelle. Enfin, le syndic qui appelle, enfin, ils sont toujours très agréablement surpris. Ah, bonjour, monsieur Frémont, merci, vous m'appelez. Enfin, ils voient qu'on prend soin d'eux, qu'on prend du temps. Et c'est important. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui oublient que le téléphone existe. On s'envoie des textos, on s'envoie des vocaux. Enfin, même mes enfants, mes ados, ils font des vocaux. Enfin, faut revenir un petit peu aussi aux fondamentaux. Faut pas oublier que notre métier, c'est un métier de relation, un métier de parole, où il faut faire passer des messages, faut convaincre les gens, faut les rassurer. Et tout ça, ça se fait au téléphone. Voilà. Donc, les mails, il faut revenir à la fonction basique et historique du mail. Ça sert à envoyer une information ou des documents. Voilà. Moi, je ne chatte jamais par mail. Voilà. Et avec toutes ces bonnes pratiques, donc là on n'est pas dans les outils technologiques et encore moins dans l'IA, juste des bonnes pratiques professionnelles, on arrive quand même à réduire son flux de mail. Voilà. Guillaume, vous utilisez, vous avez fait quoi pour juguler un peu ce flux ininterrompu de mails? Vous avez trouvé une solution? Il y a des choses qui ont été mises en place chez vous? Alors, nous, ce qu'on a mis en place, c'est essayer de canaliser justement ce flux, parce que ce soit mail ou autre, il reste quand même présent. Mais souvent, en tant que syndic, on peut avoir bien entendu le téléphone ou autre, mais quand il y a un problème, on reçoit un mail du copropriétaire qui est parti le matin à 7h, ensuite l'autre qui est parti à 7h30, le portail est en panne, etc. Donc, à un moment donné aussi, pour limiter ça, il faut que les copropriétaires ou les occupants, parce que ce n'est pas que les copropriétaires, il y a des locataires aussi, puissent avoir l'information comme quoi le syndic a été informé d'une problématique. Et à travers l'outil qu'on a mis en place depuis maintenant un peu plus de 2 ans, Chouette CoPro, ça permet justement à tout le monde de bien avoir conscience qu'il y a un problème qui a été communiqué. Un problème que je relève souvent, c'est le problème de l'ampoule qui est en panne devant le logement. Et tous les soirs, le copropriétaire ou l'occupant rentre et ils se disent, bon sang, mais cette lumière, le syndic ne fait rien. Sauf qu'en fait, ils attendent que le voisin informe le syndic et en fonction du nombre de visites prévues, on va l'avoir un mois après. Et à travers justement l'outil, ça permet de communiquer, ça permet de savoir que ça a été pris en compte, quelqu'un a mené cette action ou pas. Et donc, c'est vrai que malgré tout, ça nous réduit de manière significative notre flux d'appels et notre flux de mails, parce que les occupants
ont conscience qu'on a pris en compte leurs problématiques. Ils ont conscience qu'une société a été mandatée, puisqu'il y a un fil de discussion là-dessus, sans rentrer dans du chat, hein, et ont conscience que jusqu'au bout de l'action et de la clôture en fait du sujet. Donc ça permet de réorienter, de canaliser et de limiter le nombre de mails. Moi, j'ai une solution pour réduire le nombre de mails. Faudrait rendre le mail payant, ou en tout cas imposer un quota. Non, mais pourquoi ce serait mail illimité? On a un forfait de base. On parlait du temps passé, mais avec certains immeubles, vos honoraires, ils sont bouffés au bout de 2 mois. Si on rendait, parce que c'est gratuit le mail, c'est gratuit. Alors, donc c'est facile et c'est gratuit. Je sais pas, un avocat, que vous lui envoyez un mail, il vous répond et il enclenche le compteur. Et vous payez. Alors un nombre de mails, je sais pas, vous faites une proposition et dans cette proposition, vous dites que l'immeuble ou les copropriétaires auront droit à un quota de je sais pas, 100 mails dans l'année ou 200, j'en sais rien, hein, c'est une idée. Et puis chaque mail doit être limité à un certain nombre de caractères et tout le caractère tout caractère dépassant sera facturé 1 euro le mot supplémentaire. Je ne sais pas, mais à un moment donné, on peut pas être. On a l'impression que pour certains copropriétaires, c'est le service public gratuit, le syndic, qu'on peut lui poser tout le temps des questions, qu'il doit forcément y répondre, et ils se rendent pas compte. Donc ça, c'est très important de leur rappeler, encore une fois, d'être pédagogue et de poser un certain nombre de limites. Moi, je sais que certains confrères, et nous, on le fait, on se sépare parfois de certains immeubles parce que ils nous bouffent notre temps. Alors en plus de la quantité, il y a aussi le ton, hein, ça c'est encore autre chose. Mais évidemment, quand un immeuble n'est pas rentable et à un moment donné, un immeuble, vous n'allez pas non plus multiplier par 10 le montant des honoraires, c'est ridicule. Donc là, il faut savoir aussi dire stop et arrêter. Encore une fois, il faut être sûr de son prix, il faut pas avoir peur, faut quand même être fier de son travail, il faut être fier d'être syndic et c'est à ce prix-là qu'on arrivera à s'en sortir. Un ancien Premier ministre disait que les syndics étaient des rentiers, enfin c'était juste ridicule. Bon, il a pas déverrouiller le métier, oui. Oui, mais déverrouiller le métier, c'est très facile d'être syndic. Il suffit d'avoir un Bac+3 ou un BTS profession immobilière, une caisse de garantie, une assurance et puis surtout d'avoir un casier judiciaire vierge. Non, on manque de main-d'œuvre, donc il faut attirer des talents, des collaborateurs diplômés, confirmés. Donc on ne peut pas se permettre de faire du low cost. Les copropriétaires veulent quand même de la qualité et il faut leur dire systématiquement que la qualité ça se paye, comme dans n'importe quel service. Et quand en assemblée générale ils me sortent Monsieur Frémont, vous êtes trop cher. Et je leur dis, bah, allez voir ailleurs, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous avez le droit de me mettre en concurrence. Moi, je ne baisserai pas mon prix, donc c'est pas la peine d'essayer de négocier. Il a été fait au départ, d'ailleurs, hein, il y a eu un prix au départ, donc me demandez pas non plus de le baisser en cours de route. Mais si vous voulez aller voir un autre syndic et comparer, il n'y a aucun problème. Nos contrats, c'est 1 an. Hein. Enfin, 1 an, ça peut être 3 ans maximum, mais généralement, on fait chaque année. On est élu. Et souvent, en assemblée générale, bon, moi je leur dis qu'on évite quand même de parler, c'est un peu gênant quand même de s'étaler pendant un quart d'heure sur les honoraires du syndic en assemblée générale devant tout le monde. Je leur dis, écoutez, en amont de l'assemblée, on a travaillé avec le conseil syndical. Quand on a préparé l'assemblée générale, on a aussi parlé de la revalorisation de nos honoraires, du budget. Quand on a préparé le budget, automatiquement, il y avait la ligne syndic. S'il y a une augmentation, nous, le syndic, on a prévenu le conseil syndical et le président, on a expliqué pourquoi. Donc maintenant, on ne va pas non plus y passer la soirée en assemblée générale. Et il est important que le conseil syndical aussi prenne la parole et en assemblée générale défende aussi le contrat du syndic et qu'on ne soit pas seul face à 50 personnes qui nous disent d'être trop cher. Ça, c'est très important.
Oui, vas-y Henri, je t'en prie. Deux, trois choses connectées aux propos précédents, hein, bien sûr. Alors, pardon, parce que j'ai eu quelques problèmes de connexion. Je ne sais pas si vous avez parlé de l'extranet. Je pense aussi que les syndics, trop longtemps, il y a eu une dissymétrie d'informations. Ils avaient le savoir. Ça rejoint des choses que je viens d'entendre, hein, de Guillaume ou de Gilles. Hein. Alors, cette époque est révolue. Bon. On tombe même dans l'excès, je suis d'accord. Et il faudrait une fluidité chaque seconde d'information. Mais globalement, pousser l'information, en gros, évite aussi beaucoup de questions. Bon. Alors, c'est pas facile, il y a une éducation aussi à faire. Vous savez, ces informations-là, vous les avez sur l'extranet. Et un extranet riche d'informations, il y a déjà les obligations légales, hein, le législateur a dû s'y reprendre à 2 fois, il doit y avoir un minimum d'informations, il peut même y en avoir encore plus. Vraiment, j'y crois. Alors, on peut dire, ah, mais oui, de toute façon, ils n'y vont pas, et puis alors, les plus âgés n'y vont pas, et puis je crois que c'est des réponses un peu rapides. Et Philippe pourra en parler avec plus de compétences que moi, mais en effet, c'est un outil digital, l'extranet. Et puis, je dois dire qu'il y en a quelques autres. On peut rendre hommage à Chouette Copro aujourd'hui. Hein, voilà, il nous invite. Mais il l'a dit confraternellement, il y a d'autres outils qui ne sont pas inutiles. Et je souscris néanmoins à ce qu'a dit Gilles. On reste dans la relation humaine qui doit être incarnée. Donc, il ne faut pas se dire, moi, je digitalise toute la relation et je vais être tranquille. Ça ne sera pas le cas. Deuxième chose, sur les flux de mails, c'est un sujet récurrent. Bon, qui vient d'être évoqué par le président de la NGC, il connaît son sujet, les gestionnaires s'en plaignent beaucoup, il y a une pression, ne serait-ce que dans le nombre, il a raison. Je crois que l'autorité du syndic, alors comment on fait pour gagner à l'autorité? Ça mériterait un webinaire spécifique, mais ça fait partie de notre sujet. Eh bien, quelqu'un qui est bien formé, vous allez dire que je plaide pour ma paroisse. Oui, pour les écoles et la formation. Oui, ça, je plaide. Je pense qu'avec un bac+5, c'est très courant aujourd'hui. Je ne suis pas en train de dire que ceux qui n'ont pas ce niveau-là ne sont pas à leur place. Mais très clairement, les entrants, ils sont à bac+5 pour faire ce métier-là. Et ça leur donne une autorité. Bon. Déjà, ils entrent plus âgés, hein, fatalement. Et si on a fait ses études en alternance, ben, vous avez 23 ans. Vous n'en avez pas 20, et vous avez 2, 3, voire 5 ans, si vous avez tout fait en alternance, d'expérience. Bon. Mais cette autorité, elle tient à la formation, elle tient à la posture personnelle. Bon. C'est une alchimie, l'autorité. Mais quand on a de l'autorité, on se fait moins bombarder de mails. Est-ce que vous auriez l'idée? Moi, j'ai le mail de mon médecin traitant. Bon. Mais avant de lui envoyer un mail, je me pose beaucoup de questions. Pourquoi? Parce que je me dis que ces journées sont très denses et que je ne vais pas le polluer pour lui poser une question mineure. Voilà, bon. Et à la moindre douleur. Eh bien, vous voyez, je pense qu'un syndic qu'on respecte, on ne va pas le bombarder de mails. On va réfléchir avant de l'écrire. Ça, c'est très clair. Et un mot aussi sur, je reviens sur la fixation des prix, et ça rejoint un mot là, à l'instant de Gilles. Vous savez, en marketing, il y a ce qu'on appelle l'effet Veblen. Alors, normalement, pour fixer le prix, c'est la mécanique de l'élasticité prix de la demande. C'est-à-dire, moins vous êtes cher, plus vous prenez de clients. Et ça va jusqu'au dumping. Hein. Il y a ceux qui se disent, ben, moi, je vais être tellement peu cher que je vais prendre tous les clients. Ça va jusqu'à la pathologie. L'effet Veblen, du nom de l'économiste qu'il a découvert, ça vaut pour le luxe. Dans le luxe, c'est l'inverse. C'est-à-dire que vous avez un prix qui est trop bas, vous sortez du jeu. Le prix dit la valeur du produit ou du service. Typiquement, vous divisez par 2 le prix du tailleur Chanel, il se vend non pas 2 fois moins, mais 10 fois moins. Bon. Mais c'est peut-être pas précis, c'est peut-être pas exact ce que je dis en termes de coefficient, mais c'est la logique. C'est l'inversion de l'élasticité prix de la demande. Alors, dans les services, est-ce que ça vaut? Il ne faut pas exagérer. Il y a une réalité entre les deux. Celui qui va dire, bah, écoutez, moi, c'est 1 000 € par lot. Bon, ça peut exister, hein, sur des petites copropriétés de prestige où il y a 4 lots, ça peut exister. Mais globalement, c'est chaud. On va dire, monsieur, non, enfin, franchement, bon. Mais celui qui va dire, et je connais des syndics qui ont cet argument-là. Il y en a un que j'ai fait intervenir récemment, je crois que Gilles était là dans une table ronde du salon de la copropriété. Il dit, c'est un syndic normal, hein, avec un patrimoine normal. Il dit, écoutez, moi, je suis le plus cher de la place, du quartier.
Il s'en fait un titre de gloire. Il est effectivement parmi les plus chers. Alors après, ça rejoint le service derrière, hein, et le nombre de lots maximum qu'il veut pour ses gestionnaires, etc. Mais je veux dire qu'il y a aussi une symbolique à dire, je ne suis pas le moins cher, je suis même pas le moins cher que vous puissiez trouver parmi ceux qui gèrent bien leur entreprise. Je veux être le plus cher, j'apporte un service plus marqué. Voilà. Alors, il faut être costaud à tous égards, mais ça a du sens. Voilà, je voulais dire ça aussi. On peut fixer son prix avec. Gilles parlait de fierté. Voilà. L'effet Veblen, c'est aussi la fierté. Et dans le service, dans les prestations intellectuelles, c'est pas comme dans les produits, hein, c'est pas un véhicule de luxe ou de la cosmétique de luxe. C'est un service qu'on veut haut de gamme et on le dit par le prix. Voilà. Alors, messieurs, il nous reste très peu de temps. Merci Henri. On a quelques questions quand même qui nous ont été posées. Je voudrais rebondir là-dessus. Et si on a encore 5 minutes, on débordera peut-être un petit peu, mais je passerai bien un petit peu sur ces questions d'honoraires annexes. Mais déjà, on me demande comment on se positionne face à Matera et à Homeland et comment on peut se positionner pour le calcul des honoraires sur les copropriétés de très petite taille. Je lis les deux questions parce que bien souvent, en fait, on observe que sur ces petits immeubles, on a souvent en face ce type de contrat, Matera, Homeland. Voilà. Qu'est-ce que vous faites pratiquement, Guillaume et Gilles, quand vous êtes confrontés à ça, aux petites copropriétés? Comment vous faites votre prix et comment vous interagissez ou vous réagissez face aux nouveaux acteurs entrants sur le marché? C'est les acteurs qu'on nomme néo-syndics. Après, comment on se positionne? Nous, on reste toujours dans notre philosophie de service. Hein. On n'offre pas du tout les mêmes services où vous avez des copropriétaires, certes sur des petites copropriétés ou lorsque vous êtes à des honoraires souvent forfaitaires et trop souvent forfaitaires d'ailleurs, ce n'est pas nécessairement le reflet de la réalité avec les petits immeubles qui sont souvent beaucoup plus techniques. Qui demandent une technicité structurelle et autres. On l'a vu avec quelques effondrements encore récemment. Donc, nous, on ne va pas se comparer à ces néo-syndics. On va poursuivre notre logique de qualité. Et encore une fois, on a un homme ou une femme derrière, donc une équipe pour gérer ces immeubles. Et ce n'est pas les copropriétaires qui vont gérer à la place du syndic. Donc, les néo-syndics, c'est une plateforme sur laquelle, effectivement, les copropriétaires font leurs AG, gèrent l'immeuble, etc. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes services. Et souvent, on le constate, en tout cas dans notre région, des petits immeubles qui sont passés par des néo-syndics reviennent vers du syndic professionnel parce que ils attendent un peu plus de présence, de technicité, de connaissances, de compétences, ce qu'ils ne trouvent pas avec ces néo-syndics. Donc voilà, en ce qui me concerne, Merci pour la réponse, Guillaume. Elle a été simple et concise. J'ai une autre question qui va ouvrir, Gilles, sur un thème que tu voulais aborder. Et je crois Henri aussi voulait le donner. C'était la question sur le 3PT et puis la rénovation énergétique. Pouvons-nous nous faire rémunérer pour tout le travail que représente la constitution des dossiers 3PT et plus généralement la constitution de dossiers de rénovation énergétique? Alors, je tire le premier, mais je connais un peu les convictions de mes camarades là-dessus. Il faut une évolution législative. En ce qui me concerne, je m'en suis ouvert aux deux derniers ministres, l'actuel, son prédécesseur. Je ne sais pas si les grandes organisations professionnelles soutiennent cette idée-là, je n'ai pas de doute. En tout cas, comment voulez-vous qu'un syndic engage un travail de recherche, de conviction, qui va prendre 2 ou 3 ans pour faire voter à terme des travaux qui sont nécessaires, qui peut-être ne seront pas votés en plus, mais partons du principe qu'ils le seront. Il y a 3 ans de boulot. Bon, c'est ça, c'est comme ça. Pendant ces 3 ans, le gestionnaire, il faut en revenir à la base. Je ne dis pas le patron du cabinet. Le gestionnaire, on lui dit, écoute, tu vas faire beaucoup d'efforts parce que c'est très important. Il y a des obligations de programmation pluriannuelle de travaux, de diagnostic, etc. C'est la loi, mais c'est très bien. Et il dit, mais qu'est-ce que nous allons y gagner?
est-ce que ça va se matérialiser? Ah non, ce n'est pas audible. Ce n'est pas audible. Dans aucun métier, ce n'est audible. Donc, le défi de la transition environnementale, on sait qu'il repose sur la copro. Il y a du retard pour 1000 raisons. Mode de décision collectif, problème de financement, tout ce qu'on veut, mais la clé, c'est le gestionnaire. Si le gestionnaire il fait le job, il y aura de la rénovation environnementale. Il faut qu'une rétribution soit possible de quelques milliers d'euros. Je ne parle même pas d'importance, le principe même, voilà. Et tout à l'heure, j'évoquais aussi les honoraires de recouvrement. Je pense que c'est un sujet que néglige, ce n'est pas ta question, mais c'est peut-être évoqué par ailleurs. On est obligé de trier, Henri, parce voilà. Le temps va nous manquer, mais l'emploi mon nom. Et rapidement, avait quelque chose à dire rapidement, et c'est pour compléter le propos d'Henri, le contrat de syndic, c'est un décret qui date de 2015, pris en application de la loi Allure de 2014. Et ce contrat à type ne peut pas être bougé d'une virgule. Et il était prévu dans la loi Allure en 2014 une concertation bisannuelle du décret de 2015 qui fait le contrat type, initié par le ministère du Logement et devant y associer notamment le CNTGI. Donc notamment, ça veut dire que tout le monde peut y être associé. Cette concertation bisannuelle, ça veut dire tous les 2 ans, en gros, on se remet autour de la table et on parle du contrat type. Cette concertation bisannuelle n'a jamais eu lieu. Jamais. C'est un pur scandale. On a le même contrat depuis 10 ans, sclérosé, et clairement, il y a 10 ans, on n'était pas encore sur ces enjeux aussi importants de rénovation énergétique, et tous ces PPT d'ailleurs n'existaient pas, puisque le PPT n'existe que depuis la loi climat et résilience de 2021, et c'est clairement un mépris de la part des pouvoirs publics et en l'occurrence du ministère du Logement, puisque c'est lui le responsable, de ne pas organiser cette concertation bisannuelle tout en sachant que les syndics doivent travailler pour des missions qui clairement ne sont pas rémunérées. Voilà. On en a encore reparlé au ministère, là, j'y étais il y a 15 jours pour parler au conseiller logement de la ministre et lui dire quand est-ce que vous comptez faire cette concertation bisannuelle. Ça ne veut pas dire que ça va déboucher sur une modification du décret, mais concertation, ça veut dire on fait évoluer le contrat en fonction des... on le met au goût du jour. Et le goût du jour aujourd'hui, c'est quoi? C'est effectivement la rénovation énergétique et toutes ces heures qu'on passe sur la préparation d'un dossier avec une promesse de rémunération sur les travaux qui n'arrivera peut-être pas si les travaux ne sont pas votés ou pire, s'ils changent de syndic à la fin des études. Et c'est le nouveau syndic qui prendra les honoraires. Donc là, on a demandé aussi un contrat de 5 ans. S'il y a un vote d'un plan pluriannuel de travaux, on va voir si ce sera accepté. Mais enfin bon, en tout cas, c'est une demande, c'est une revendication. Et effectivement, le recouvrement de charges pour les copropriétés dégradées, parce que c'est un peu le deuxième item avec la rénovation énergétique des pouvoirs publics. On parle du syndic d'intérêt collectif, de Caliesser, etc. Aujourd'hui, aucun syndic ne sera intéressé pour aller gérer ce genre d'immeuble dégradé parce que vous avez une charge de travail qui est multipliée par 5, mais vos honoraires ne le sont pas. Et le recouvrement de charges, sauf diligence exceptionnelle, on ne sait même pas ce que ça veut dire, dans le contrat de syndic, n'est pas rémunéré en supplément. Donc ça, ce sont des questions qu'il faut mettre sur la table à l'occasion de cette concertation bisannuelle qu'on appelle de nos voeux, mais en fait qu'on appelle de nos voeux, c'est juste la loi. On pourrait même assigner le ministère parce que c'est à l'article 18 de la loi du 10 juillet 65 qui est d'ordre public. Donc le ministère est 100% responsable, 100% fautif. Je sais que les syndicats professionnels œuvrent sur le sujet. Là, j'avais vu M. Safar à l'UNIS. On était d'ailleurs à cette réunion, Henri, ensemble, et il m'avait touché 2 mots, effectivement, sur ces questions-là. Donc, je sais aussi que la FNIM œuvre aussi. Gilles, tu es aussi là-dedans. Henri fait le forcing. On va pas désespérer. On va certainement obtenir gain de cause si on unit nos forces. Il faut dire aussi qu'il y a certains, les syndics, certains pour en avoir interrogé certains, et ceux que tu cites, sont pas non plus forcément emballés d'aller à la concertation bisannuelle, parce que ce soit du côté des associations de consommateurs ou des organisations professionnelles, chacun a peur un peu de perdre dans la bataille et qu'on rouvre la boîte de Pandore du contrat de syndic qui finalement tout le monde
s'en contentent aujourd'hui. Et c'est le problème de s'en contenter. C'est un peu le propos qu'on disait au début. Les syndics se contentent, voilà, de leurs honoraires. Mais bon, c'est prévu dans la loi, donc il faut le faire, tout simplement. Et oui, ce sera difficile. Oui, ça peut être douloureux. Il est possible qu'on perde sur 2 ou 3 prestations, mais si on gagne sur d'autres, et en tout cas, l'idée, c'est d'avoir quelque chose de juste et une rémunération qui correspond tout simplement à la réalité de notre travail, ni plus ni moins. Alors justement, moi, ce que j'avais observé, j'en ai parlé avec Henri, c'est des choses qu'on a évoquées aussi avec Philippe en préparant ce webinaire, et je voudrais conclure, ou qu'on conclue, et avoir votre sentiment, messieurs, là-dessus. Il y a une classe d'honoraires qui est assez libre, en fait, dans ce contrat de syndic, où on a eu un vent de liberté qui a soufflé. Ah, Henri, tu vois ce que je veux dire? C'est sur des prestations qui peuvent être connexes à notre métier et qui étaient libres. Et c'était à nous, en fait, professionnels, de créer un peu le désir ou le besoin sur ces immeubles de ce type de prestations. Force est de constater qu'on n'a pas fait grand-chose. En tout cas, que la profession n'a pas fait grand-chose. Alors, je sais que, Philippe, toi, tu as répondu partiellement là, ces derniers temps en proposant des services qui étaient connexes un peu à ça. Je vais te laisser la parole là, 2 minutes pour que tu puisses nous en parler. Puis, on rebondira un petit peu là-dessus avec Guillaume et puis Henri pour savoir un peu ce que vous avez à nous en dire et comment vous envisagez les choses. Puis, on terminera avec Gilles qui mettra un point final à cette... à ce webinaire sur lequel on a un petit peu dépassé. Là, on est déjà à 12h40, messieurs. Voilà. Je vais être très court. On parle de l'ordonnance d'octobre 2019, concrètement, qui permet aussi d'adosser au contrat de syndic des services annexes, je dirais. Et c'est vrai que nous, on a voulu aussi permettre aux syndics de distribuer des services en marque blanche, clé en main, et aussi dans cette logique de pouvoir finalement augmenter sa rémunération de manière indirecte, mais ça relève du même objectif. Et on a lancé en effet récemment un service d'assistance 24/7 qui n'est pas innovant, si ce n'est le fait d'adresser ce type de service à un segment de petits moyens cabinets indépendants. Et en ça, c'est malgré tout une innovation. Et donc, l'enjeu, c'est de ne pas s'arrêter là et demain de poursuivre la vision pour permettre, encore une fois, aux cabinets de fidéliser ses clients. Merci. Des choses à rajouter, messieurs, sur ce dernier point des prestations complémentaires ou connexes. En fait, cette convention de prestation de service, elle n'a pas marché, principalement pour 2 raisons. C'est que juridiquement, en fait, c'est un montage un peu foireux. En fait, c'est une espèce de compensation du législateur à l'époque des négociations de la loi Elan pour ne pas toucher au contrat type. On voulait un contrat socle et puis plus des prestations. Finalement, on a fait comme d'habitude, une espèce d'entre-deux, le résultat d'un consensus mou, et finalement, cette convention ne marche pas. Pourquoi? Parce que il faut qu'elle corresponde à l'objet du syndicat des copropriétaires, donc faire de la conciergerie par exemple, c'est pas dans son objet, et puis 2, elle est signée avec le syndicat des copropriétaires et pas avec les copropriétaires particuliers, donc vous pouvez pas leur offrir un service de conciergerie à titre particulier puisque c'est signé avec le syndicat, et deux, la loi dit bien que ces prestations qui figureraient dans cette convention libre, totalement libre, alors là on passe du contrat type hyper réglementé à un champ de liberté totale. Il y a un paradoxe qui est assez tranchant. La deuxième raison, c'est qu'il faut que ces prestations ne soient pas déjà dans le contrat de syndic. Or, dans le contrat de syndic, on a quasiment toutes les tâches du monde. On fait déjà, enfin, tout est déjà inclus dans le contrat de syndic. Donc, qu'est-ce que vous voulez aller chercher? Donc, peut-être, on parlait du prêt-état daté, mais le prêt-état daté, c'est avec un copropriétaire à titre individuel. Donc, en fait, on tourne en rond, et c'est pour ça que cette convention de prestation de service, elle n'a pas marché. Oui, moi je dirais que 2 choses. Le législateur a fait le job. Alors, il a pu le faire par perversité, pour ne pas le faire sur une autre partie. En tout cas, il a ouvert une liberté. Bon. Mais la voie est étroite, parce que pour les raisons que Gilles a rappelées, et puis le syndic, de vous à moi, on l'attend sur les missions collectives fondamentales.
Voilà. Et on veut qu'il les fasse bien, toujours mieux. Il peut le faire haut de gamme, si je puis dire, en intensité de service. Mais le reste, je pense que la voie est étroite. Si elle ne l'était pas, depuis 2019, ça fait 5 ans, beaucoup s'y seraient engouffrés et je ne vois pas ça. Il y en a quelques-uns, donc il ne faut pas mépriser cette solution, mais c'est une petite solution dans notre sujet qui est réévaluer les honoraires. Et dernière chose, parce que je pense qu'il ne faut pas l'oublier, ce n'est pas le thème central de notre débat, mais il y a la question des synergies entre les métiers. Quand un syndic est aussi gestionnaire locatif, est aussi transactionnaire, c'est le cas quand même d'une écrasante majorité, eh bien, il peut enrichir, faire en sorte que chaque client fasse l'objet de beaucoup plus de services, tout ça dans le respect de la loi, tout ça dans la transparence. On ne va pas profiter de l'AG pour aller vendre ses services, etc. Il y a des 1000 précautions à prendre, juridiques, mais pour le reste, moi, si j'ai envie que 60% de mes copropriétaires, c'est ça dans une grande ville, hein, non occupants, me fassent appel comme gestionnaire locatif, je ne vois pas pourquoi je passerai à côté. Et idem sur les ventes. Quand je vois que la proportion de ventes sur le portefeuille d'un syndic qu'il va arriver à faire lui-même, son département transaction, peut être ridiculement basse, et beaucoup se battent pour faire monter ce niveau-là, c'est normal. Voilà, l'irrigation croisée entre les trois grands métiers, il faut y travailler. Là, on prend du champ par rapport à l'entreprise, mais c'est précieux, on le voit aujourd'hui. Je crois que Philippe, c'est un sujet auquel tu t'attelles beaucoup. Voilà, je pense que les clients sont... Et c'est vrai que le fait de maximiser la visibilité permet cette synergie croisée, encore une fois. Hein. Mais voilà, et peut-être pour conclure, en effet, on se rend compte que, encore une fois, je vous remercie aussi, messieurs tous, pour avoir participé, mais c'est vrai qu'on se rend compte que cet enjeu d'honoraires, finalement, il y a plein de façons d'augmenter ces honoraires. C'est de manière directe, c'est à travers les bonnes pratiques, aussi basiques du métier, mais c'est aussi à travers une façon peut-être un peu plus indirecte de présenter les choses. Hein. Finalement, c'est quels honoraires pour quel service. Ça remet, il y a aussi une logique, à mon avis, d'introspection sur la façon dont on exerce son métier, quelle valeur on veut fournir à ses clients, quelle valeur on communique et quelle valeur perçoivent nos clients. Et finalement, voilà, c'est aussi l'opportunité, j'ai envie de dire, de présenter toute cette logique de valeur et de service auprès des copropriétaires au juste prix et au prix que moi j'ai décidé finalement. Messieurs, merci à tous. Un mot pour conclure chacun. Rapidement, hein, merci, c'était très intéressant. Moi, pour conclure, j'appelle simplement mes confrères à ne jamais s'aligner sur les moins chers, sur la médiocrité, parce que vous deviendrez médiocre vous aussi. Vous aurez du personnel que vous méritez et des immeubles clients que vous méritez aussi. Soyez fiers, n'ayez pas peur de ne pas rentrer tous les immeubles, n'ayez pas peur de perdre même des immeubles. Vous attirerez du chiffre si vous restez fiers et ferme sur votre prix, mais ferme, c'est aussi être pédagogue, hein, pédagogue et ferme et juste. Soyez à, je sais pas, 400 € du lot. Voilà, on va partir comme ça. Faut retenir un chiffre. 400 € du lot. Paris, 400 € du lot. Voilà. Oui, mais bon, voilà, pas Paris, toute la France. De toute façon, les gestionnaires se valent aux quatre coins de la France. Donc, partons sur du 400 € du lot et puis on n'en parle plus. Parfait. Guillaume, vous avez quelque chose à ajouter pour conclure? Ce que vient de faire Gilles me convient parfaitement. Après, effectivement, il faut que tous les professionnels entendent et acceptent de valoriser leur métier parce que c'est un métier qui est immensément technique, juridique, mais qui revêt aujourd'hui une dimension totalement sociale. Et je pense et je trouve ça regrettable que les pouvoirs publics n'aient pas conscience du rôle véritablement sociétal que l'on a à l'égard de nos copropriétaires. Et donc, c'est vrai que ces éléments-là, dans
dans le quotidien, c'est important de le prendre en considération parce que ça permet aussi de valoriser nos collaborateurs et d'accompagner vers un service plutôt de qualité et d'excellence. Et comme le disait Gilles à l'instant, quand on baisse les honoraires, quand on s'aligne ou quand finalement on ne génère pas de valeur et ça ne nous permet pas de nous inscrire dans la durée et ça nous fragilise à moyen terme. Voilà, c'est la conclusion que j'avais envie de vous faire partager. Merci beaucoup. Henri, un petit mot pour la fin? Oui, bon, si ça n'avait pas été fait avant moi, j'aurais parlé de fierté. Il faut pas être orgueilleux, il faut être très fier de ce qu'on fait. Et la fierté, elle s'exprime aussi par la rétribution qu'on va attendre du client. Je parlerai d'attractivité. Ça a été dit tout à l'heure, métier en tension. Il faut plus de jeunes ou de moins jeunes. Ce sont des métiers de reconversion. Ça marche très bien, la reconversion. Mais on ne fait pas venir des personnes vers un métier si ce métier n'est pas aussi bien reconnu. Et même les pouvoirs publics, je réponds à Guillaume, croyez-moi, ils nous respecteront plus si les prix attestent du service que nous faisons, voilà, que nous apportons. Et donc, voilà, le cercle peut être vertueux, il ne l'est pas encore. Je pense qu'on a un peu collectivement apporté une pierre à l'édifice aujourd'hui. En tout cas, je le souhaite vivement et je remercie Julien et Philippe de l'initiative. Et il ne nous reste plus, Philippe et moi, qu'à vous remercier beaucoup, messieurs, et puis l'ensemble des personnes qui ont assisté à ce webinaire. Vraiment, on a apprécié, c'était très dense. Désolé d'être obligé de couper, mais on a débordé de 25 minutes sur l'horaire prévu. Merci à tous, et Philippe, on remettra ça. Et puis, je précise qu'il y a un replay qui sera envoyé aux gens qui se sont inscrits. Et merci encore à tous et à toutes. Et bon week-end. Merci à vous. Bon week-end à tous. Merci beaucoup. Bye bye. Bon week-end. Au revoir. Au revoir.